Et là, on entre dans un autre aspect, la confiance. Lancer plusieurs business, ça signifie faire confiance à plusieurs personnes différentes. Et avant d'entrer dans la confiance, je vais d'abord prendre une image. Est-ce qu'il y a des gens ici qui ont déjà fait la chorale? La chorale, d'accord, magnifique. Quel pupitre? Forcément basse. Ténor, d'accord. Quel pupitre? Les deux, ténor et basse. Quel pupitre? Sopran. D'accord. Alors, quand on fait la chorale, il y a 4 principaux pupitres. Il y a ceux qui sont basses, il y a ceux qui sont ténors, il y a ceux qui sont alto, il y a ceux qui sont soprano, qui ont la voix un peu plus aiguë. Alors, moi, par exemple, quand je faisais la chorale, parce que j'ai fait la chorale pendant plus de 7 ans, moi, j'étais ténor. Ce qui se passe, c'est que quand vous faites la chorale, il y a un maître de chorale. C'est un peu comme le chef, c'est un peu comme le responsable, c'est un peu comme celui qui donne la cadence, c'est un peu comme quand vous voyez l'opéra. Quand vous voyez par exemple les musiques d'opéra, vous allez voir quelqu'un qui est devant, il est comme un fou. Il est là, il fait les mains comme ça, il dit oui, vous montez. Vous avez l'impression qu'il n'a pas de rôle. Vous avez l'impression que si on l'enlève, les gens vont jouer normalement. Donc lui là, il ne sert à rien. Il est là, il monte les mains comme ça, faites ceci, cela. Non. Celui qui est devant là, en fait, il maîtrise tous les pupitres différents. Donc il maîtrise soprano, il maîtrise alto, il maîtrise basse. Et il maîtrise ténor, il maîtrise les 4 pupitres. Parce qu'il faut qu'il maîtrise les 4 pupitres pour contrôler les 4. Est-ce qu'on comprend ce que je dis? Parce que si tu ne maîtrises pas le pupitre soprano, comment tu fais pour savoir que c'est une fausse gamme? Tu ne peux pas savoir. S'il chante faux, tu ne peux pas savoir. Donc il faut que tu saches que sur cette chanson, on a déjà fait, on a écrit la chanson. On sait déjà comment ça doit être chanté. On maîtrise le solfège. On sait que ténor, voilà comment ils doivent chanter. Soprano, voilà comment ils doivent chanter. Basse, voilà comment ils doivent chanter. Alto, voilà comment ils doivent chanter. Pour contrôler les 4, il faut que tu maîtrises les 4. De telle sorte qu'en écoutant, tu peux savoir que non, alto, ils ne sont pas en train de chanter, ils sont en train de faire une fausse note. Et le problème, quand tu dois contrôler les 4, c'est que si un seul pupitre fait une fausse note, ça gâche toute la musique. Ça va, vous allez avoir l'impression que vous écoutez la cacophonie. C'est la même chose avec le piano. Qui sait jouer au piano ici? Voilà. Quand tu joues au piano avec les 2 mains ou une main? Quand tu joues avec les 2 mains, je recommande à toutes les personnes qui sont ici d'apprendre à jouer au piano. C'est un excellent exercice, le piano. Parce que le piano, c'est un exercice où tu dois jouer avec 2 mains. Les 2 mains doivent poser des actions totalement différentes. Et c'est la magie, au début. Parce qu'au début, quand tu mets tes 2 mains sur le piano, les 2 mains font la même chose. Donc, ce que tu fais ici, la main gauche a de faire la même chose. Après, tu dis que, mais pourquoi mes 2 mains font la même chose? On te dit non, tu dois séparer ton corps. Tu dois couper ton corps en 2. Tu dois contrôler la main droite à part, qui fait certaines choses. Et la main gauche doit faire des accords. Et tu dois pouvoir jouer. Moi, ça m'a pris 1 an pour apprendre à jouer avec les 2 mains. 1 an. Et chaque fois que je mettais mes 2 mains sur le piano, je jouais la même chose. Ce qui fait que ça m'énervait tellement qu'à un moment donné, je jouais avec la main gauche dans la poche. Et je jouais avec une main. Et parfois, je configurais le piano pour que ça mette peut-être un instrument. Et puis, je jouais avec une main. Mais l'accord n'est pas agréable quand tu joues avec une main. Avec 2 mains, la musique est plus harmonieuse. C'est beaucoup plus génial à écouter. Parce que quand tu gères plusieurs entreprises, en fait, tu dois pouvoir manager plusieurs équipes qui font des choses totalement différentes, mais faire en sorte qu'il y ait une harmonie pour que ça ne crée pas la cacophonie. En fait, c'est comme jouer au piano, c'est comme être un chef d'orchestre de musique. C'est la même chose. C'est comme être un arbitre d'un match de foot. Non, un coach, pardon. Quand tu es coach, on peut se dire que le coach ne sert à rien. Mais la question que j'ai envie de vous poser, pourquoi quand une équipe est en baisse de performance, c'est le coach qu'on change? On devrait dire que normalement, c'est tel joueur qui ne joue plus bien, on change les 5 joueurs, si on met 5 autres joueurs. Mais pourquoi la plupart des fois, on change le coach d'abord?
C'est parce que toi, le coach, tu dois pouvoir faire avec l'équipe que tu as pour créer un jeu qui soit harmonieux et qui produise des résultats efficaces. Régulièrement, il y a des entrepreneurs qui me posent la question, Claudel, comment on fait pour avoir des bonnes ressources humaines? Comment on fait pour sélectionner les bonnes ressources humaines, les ressources compétentes, qui croient en ma vision, qui comprennent les enjeux, qui sont disciplinées, qui sont travailleuses? Moi, ça m'amuse toujours. En fait, si on était en mathématiques, on appellerait ça un non-sens. Parce que si tous les entrepreneurs disaient ça, ça veut dire que qui va donc travailler avec les cons? Vous êtes d'accord que les cons existent? Parce que c'est pour ça que je dis qu'en mathématiques, c'est un non-sens. Tous les entrepreneurs ne peuvent pas dire qu'on veut travailler avec les personnes excellentes, les personnes compétentes, les personnes consciencieuses, les personnes disciplinées. Attends, il y a aussi les indisciplinés. Bon, qui va donc travailler avec eux? Ou alors, eux, on les laisse tous au chômage et vous travaillez seulement avec les gens qui sont disciplinés. Non. Chacun de vous aura dans son équipe des idiots, des psychopathes, des schizophrènes. Vous tous, dans vos équipes, il y aura des fous habillés et parfois qui vont se déshabiller au fur et à mesure. Ne pensez pas que... Si tout le monde est avec les plus forts, les autres vont nous faire comment? Déjà qu'il n'y a même pas assez de ressources. Qualifié, c'est même un autre débat. Et qualifié, il y a des ressources qui ne sont pas qualifiées, non? Ça veut dire que chacun de vous aura à la fois les ressources qualifiées et non qualifiées. Vous ne pouvez pas tous avoir les ressources qualifiées. Je prends un exemple. Si on dit que on va créer un garage et on veut les mécaniciens. Et tous ceux qui créent les garages disent on veut les mécaniciens qualifiés, compétents, qui sont disciplinés. On va les prendre où? Moi, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Est-ce qu'il y a une école qui forme les garagistes compétents, disciplinés, en quantité suffisante pour que tout le monde en ait et soit content? Il n'y en a pas. C'est que parfois, tu dois recruter même quelqu'un qui ne comprend même rien. Parfois, tu seras obligé, puisque tu n'en trouves pas. Et quand tu prends quelqu'un qui ne comprend pas le métier, ça veut dire que ce qu'il va comprendre va dépendre toi-même de ce que toi tu comprends. Puisque c'est toi qui vas lui transmettre ce qu'il connaît. Même si tu veux qu'il aille se faire former, c'est toi qui vas choisir où il va aller se faire former, puisque tu vas le former en fonction de tes moyens. Parce qu'il y a peut-être 10 écoles. Une école, c'est 10 millions. L'autre école, c'est 3 millions. L'autre école, c'est 1 million. Comme tu n'as pas assez d'argent, tu l'envoies dans l'école de 1 million. Ça veut dire que toi, tu es en train de faire en sorte que son étalon de compétence soit au niveau de tes moyens. Et quand il va revenir travailler, il aura une compétence qui est fonction de ce que toi-même tu es. Tout le monde n'aura pas les compétents, les disciplinés, les excellents, non. Parfois même, vous n'aurez que des idiots. Et que vous aurez une entreprise qui a 10 idiots. Vous avez 10 personnes, les 10 sont idiotes. Mais c'est vous le chef d'orchestre. Donc c'est vous qui devez dire les 4 si. Vous allez être ténor. Voilà comment être ténor. Vous les 4 si, vous allez être soprano. Les 2 qui restent si. Toi tu seras basse, toi tu seras alto. Et à chacun, je vais vous apprendre comment faire pour devenir alto. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu dois maîtriser les 4, non? Et que tu ne te prépares pas à ça, tu veux créer plusieurs entreprises, tu vas devenir fou. Tu vas devenir fou tout simplement. Parce que personne ne va faire ce travail à ta place puisque c'est ton entreprise. Et l'argent ne peut pas faire ça. Parce que même si on te donne l'argent, il faut toujours bien sélectionner les gens. Ce n'est pas l'argent qui sélectionne les gens. Ce n'est pas l'argent qui forme les gens. Encore que tu peux payer pour qu'on forme quelqu'un, on le forme mal. La preuve, c'est qu'il y a des gens qui sortent de l'école et puis on est encore obligé de les former encore pour qu'ils travaillent. Puisque on se rend compte qu'ils ont passé le temps à faxer. Je ne parle pas donc de ceux qui sont dans les secteurs d'activité dans lesquels les ressources humaines ne sont pas formées localement. Parce que peut-être si tu crées un hôpital, ça peut être un peu plus simple. Tu veux recruter les médecins, il y a déjà des facultés de médecine. Tu peux recruter des médecins qui sortent des facultés. Tu peux dire que je veux un médecin qui a 5 ans d'expérience, qui a travaillé dans tel nombre de structures, qui a déjà eu à gérer tel nombre de projets. Tu peux le faire. Tu vas certainement en trouver. Si tu veux recruter des juristes, tu dis que je veux par exemple un avocat ou un juriste d'affaires qui a fait ceci, tu vas forcément en trouver. Mais parfois, vous vous lancez dans des business dans lesquels il n'existe aucune école qui forme les ressources pour pouvoir travailler dans ces business. Qui peut me donner un exemple de business dans lequel les ressources que vous recherchez, il n'y a pas d'école qui les forme localement? Quel business? Le magicien, par exemple. C'est pour ça que jusqu'à aujourd'hui, il est le seul magicien. Ou il n'y en a pas beaucoup. Vous êtes combien de magiciens déjà?
En combien de temps? Pas ce que j'ai formé, ce que je découvre. Oui. 4 ans. 4 ans. Et les 4 travaillent dans ton entreprise? Non. Combien travaillent avec toi? Il peut se marcher à sous-traitant. D'accord. Et que dans ton entreprise, tu es dans le seul magicien. Il ne veut pas former les membres de mon équipe. Ce qui n'est pas facile. Non, c'est ce que je dis. Bon, s'il faut donc créer une autre entreprise à Bafoussam, qui sera le magicien de Bafoussam? Ce sera qui? Le problème avec la sous-traitance, c'est que tu prends quelqu'un qui lui aussi a ses valeurs, a ses projets, a ses rêves, a ses priorités qui ne peuvent pas être en deçà des tiennes. Donc, il ne peut pas avoir ses priorités. Toi, tu viens le prendre en sous-traitance et lui mettre tes priorités au-delà ou au-dessus des siennes. C'est-à-dire que parfois, il peut ne pas aller faire le travail qu'il fallait faire parce qu'il avait d'autres priorités plus importantes. Ça devient difficile. Tu vas donc faire comment? Tu vas envoyer un élève ou tu seras obligé d'aller toi-même? Et si tu vas toi-même, comment ça se passe à Yaoundé? Parce qu'il n'y aura plus de magicien à Yaoundé. Quand quelqu'un va vouloir la magie à Yaoundé, on fait comment? On attend que tu rentres de Bafoussam. Du coup, ça va freiner la croissance de l'entreprise. La mission est simple. Voici une arme capable de changer le mindset du continent africain. Détruire l'obésité de l'inconsistance intellectuelle dans laquelle se cache le coffret VIP. Il possède une arme contenant 200 heures de formation et 8 ans d'expérience entrepreneuriale. Recevez le pouvoir de devenir une meilleure version de vous-même. Armez-vous de cette clé pour une réussite entrepreneuriale.